C'est une bonne heure. Et on espère pourquoi pas avoir dans Bivouac la fermeture de l'Antonov. Oh, c'est faramineux. On essaye quand même de tirer les fils, les câbles pour visiter cet engin. Il y a un appartement là. Ah oui, mais je crois qu'il y a moyen de faire un terrain de foot en bas. Ici, ça pourrait être les vestiaires. Dites-moi, c'est où la synagogue, l'église et la mosquée? C'est où? Pas mal, on peut venir voir ici, regardez un peu le poste de navigation. Avec le radar, les compas, les altimètres, les horizons artificiels. Et juste ici, le poste de pilotage. Alors si on pouvait voir l'extérieur, on ne voit pas parce qu'il y a le cockpit, mais on est à peu près à 8 mètres de hauteur, juste à l'intérieur du cockpit de pilotage. Un mot avec le commandant de bord, non? Le commandant de bord est en bas. Et ils sont deux commandants de bord. Ils sont en train pour l'instant de vérifier tout l'arrimage des poids lourds afin de calculer le masse centrage pour le décollage. Une vision vue d'en haut de l'échelle, voilà, c'est ça, oui. Exactement. Oh là 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 là, c'est Star Trek. Et oui, il consommera 20 tonnes au décollage tout à l'heure. Rendez-vous compte. Soit à peu près, on a calculé tout à l'heure avec Francky, le pilote d'hélicoptère, ça représente à peu près la consommation de 230 écureuils en une heure comparé avec l'Antonov. Bon, Christian, vous redescendez. Tout à l'heure. Voilà, c'est ça. Je vous retrouve en direct tout à l'heure pour voir un peu comment les camions justement sont arrimés. D'accord. Merci pour ces coulisses, c'est bluffant. Luc Alphand. De bouger tout le rallye et qu'une caravane telle que cette mini-ville se déplace et puisse sauter un pays complètement. Mais je trouve que c'est bien quand même pour le rallye que ça continue. Alors Luc, votre aventure personnelle, donc la Kangoo, vous avez essayé d'aller jusqu'au bout et puis ça n'a pas été possible. Bien sûr, on a essayé beaucoup de choses. La voiture était complètement neuve. C'était déjà pratiquement un exploit que Jean-Louis arrive à la construire et la mettre au départ de ce Dakar. On savait très bien que partant sans essai, on était exposé à des problèmes mécaniques. Et là, on a carrément eu un gros problème de conception, de direction qui a lâché 4 fois en 3 jours. Donc on a essayé le maximum d'aller plus loin pour accumuler pas beaucoup de kilomètres, c'est vrai, sur un Dakar. On a fait 3 jours et puis après Jean-Louis Schlesser a décidé de retirer la voiture par sécurité parce que ça pouvait être dangereux et puis pour aller travailler et puis pour continuer la saison parce que le projet il n'était pas seulement sur le Dakar, il est sur la saison donc il reste beaucoup de travail encore. Donc voilà, la question importante c'était est-ce que vous allez continuer ce projet là jusqu'au bout? Bien sûr, parce que le peu qu'on a roulé, la voiture elle est bien née, elle est belle, elle est sympa et puis l'anachronisme de faire rouler sur le rallye raid une Kangoo c'est assez bien, c'était marrant et cette voiture en plus elle est bien née et je suis sûr qu'elle sera performante. Et l'idée aussi de Jean-Louis Schlesser, grâce à vous d'une certaine façon, c'est de faire des épreuves, éventuellement un monotype, c'est-à-dire où il y aurait 10, 20, 30 Kangoo les unes contre les autres. Oui, c'est sympa, mais bon, pour ça, il faut développer la première, la fiabiliser et voir si après que tout ce grand projet puisse aller au bout avec l'aval de Renault, bien sûr, et puis de Jean-Louis, et qui ait la possibilité de tout construire. Vous rentrez en Europe, là ? Oui, bien sûr, je devais aller à Gadès, donc je vais peut-être pas y aller. Donc je vais rentrer dans ma famille, que je vois pas beaucoup, donc je vais partir demain. Pour le trophée Andros, pour Serge Chevalier ? Et voilà, la bonne nouvelle de tout ce petit malheur, c'est que je vais pouvoir rentrer à la maison faire le trophée. Ah oui, vous allez faire le trophée Andros. Oui, je vais le faire, donc avec James Ruffier. Et en plus, pendant l'année, de toute façon, vous pilotez avec le Star Challenge, c'est ça, où il y a à la fois des champions, des journalistes qui... Mais bien sûr, je pilote le Star Challenge, ça a été pratiquement mes premières courses sur le circuit. Je fais aussi un peu d'autres choses et du circuit l'été. Et puis maintenant, je voulais vous présenter une petite... Alors ça n'a rien à voir avec le Dakar, vraiment, mais je vais vous la montrer en exclusivité. Donc la saison prochaine... Il y a une Vaillante, la Vaillante de tous nos rêves. C'est Michel Vaillant. Voilà, c'est Michel Vaillant, la Vaillante de tous nos rêves de gosse à travers de la bande dessinée. Jean Graton. Voilà, va débuter et va faire ses débuts sur le circuit avec le Star Challenge. Donc et c'est pour ça que vous avez choisi la chemise bleue, pareil que la Vaillante. Tout va bien, de la tout va bien. Donc j'espère que ce sera une voiture sympa. Et puis encore une fois, c'est une voiture toute neuve, il faudra qu'on la développe. Donc, merci Luc d'avoir été avec nous. Je crois qu'on vous attend parce que vous allez repartir maintenant. Merci, bonsoir à tous. Merci et bonne saison avec la Kangoo Renault parce qu'on a envie de vous revoir avec cette voiture. Un retour sur quelques-unes des images les plus spectaculaires de la journée d'hier. Avec un peu plus d'attention, on pourrait voir s'égrener les minutes d'un autre temps. À chacun sa transhumance. Dans leur course contre le chronomètre, les concurrents auto traversent souvent sans s'arrêter. Exemple, Kenjiro Shinozuka, pas forcément le moins attentif, sans aucun doute l'un des plus rapides, leader pour l'instant du classement général.
Il y a aussi les moins pressés, adeptes d'un rythme plus adapté, quoique. Pour l'instant tout va bien, c'est vrai qu'on a une bonne position de départ, donc on n'a pas trop de poussière. Et encore j'en aperçois une juste devant moi. Je pense que ça doit être une voiture de médecin. Dans 5 km à mauvais radier, Jérôme. Ok. J'espère que le médecin va se ranger vite fait. Enterre le puits et c'est juste à droite après. Ah, je lui fonce dessus. 200 mètres, vu le puits à droite. Ouais. Vu le puits, je vais le klaxonner. Voilà. Bien vu. Bien vu, bien vu. Voilà. Doucement dans le village. Ouais. Les biquettes. Les biquettes. Aïe aïe aïe, les Et biquettes. un cap 0,40, 0,50, Jérôme. Par là, hein. Moi, je sais pas. Ouais. En temps normal, le rallye se décline chaque fois de la même façon. Tous les jours, une même histoire qui se répète. Tous les jours, bien après les forcenés de la vitesse, les plus discrets cherchent à faire leur trou. Elle est où la plaque? On est arrivé trop vite. Il y avait ce truc au dedans et on a filé tout droit. C'est la merde. C'est dur pour s'en sortir. Hein. Ouais, c'est pas évident, ça fait une demi-heure qu'on est là. Au total, 1 heure de perdu sur les premiers, le quotidien d'un galérien du Dakar. Le pilote a décidé. Au diable la carrosserie. On y va en marche avant. C'est pas le Club Med, hein. C'est bien assuré, j'espère. On vous a refait la rivière. Envoyez-le. Beaucoup d'efforts avant un repos plus long que prévu. Pour quelques heures encore, tous ces concurrents nomades sont devenus sédentaires. Voilà, on se retrouve maintenant à Niamey, Niger, pour avoir les réactions d'amateurs, d'une certaine façon. C'est ça, hein, Philippe Auvray, Jacques Tropena. Vous êtes des amateurs, vous faites le rallye pour votre plaisir. Alors d'abord, on revient un petit peu sur ce qui s'est passé hier, l'état de choc. Est-ce que vous avez eu peur, tout simplement, lorsque vous avez appris la menace terroriste? Philippe, dans le micro. Oui, alors nous l'avons appris à notre arrivée, il était 8h30, 9h, il faisait nuit, puisque nous avons terminé la liaison après la fin de la spéciale. Dans la nuit, on a eu d'ailleurs un peu de mal à se diriger parce que nous commencions à être doublés par les camions qui nous avaient rattrapés et qui font des nuages de poussière épouvantables. En fait, la journée s'est assez bien passée pour nous et il y avait une très bonne coordination entre le navigateur qui était hier, Jacques, moi j'étais le pilote, et je dois dire qu'il y a eu une cohésion entre les deux qui ont fait qu'on on s'est ensablé une fois quand même, qu'on a pu sortir les pelles de la voiture et voir comment ça se passait, une voiture ensablée, on a sorti les rails. Jacques a repris le volant, a désembourbé la voiture et puis j'ai couru après derrière lui pour faire les 50 mètres et remettre les pelles. Et donc, apprentissage pour le sable que j'aurais bien voulu trouver dans le Ténéré. Et non, c'était. Et vous l'avez appris à quel moment alors? Nous l'avons appris quand. À l'arrivée. Oui, à l'arrivée. Ici, d'abord, nous étions. Ici, au bivouac. Ici, au bivouac. Hein. Et on prenait pas ça véritablement au sérieux. Et puis on a vu après que les choses prenaient de l'importance. Et donc on a eu des informations plus importantes et on nous a dit que maintenant il allait se passer quelque chose. Voilà. Et Jacques, je parlais de la crainte tout à l'heure. Il y a un moment où vous avez craint quelque chose ou pas? Non, à aucun moment on a pu craindre quoi que ce soit. Bon, je pense que la décision d'Hubert de faire une liaison aéroportée entre ici et la Libye,
paradoxalement, je pourrais dire, c'est quelque chose de rassurant. Il y a une menace d'attentat, il n'est pas question de mettre la vie en danger des gens qui sont là pour faire du sport ou pour se faire plaisir et aussi pour finalement compromettre l'avenir du rallye. Donc il fallait prendre toutes les mesures qu'a pris Hubert, mais à aucun moment, moi en tout cas personnellement, j'ai eu une crainte quelconque. Pas de crainte. Bon, alors on va se diriger maintenant vers votre voiture, la Toyota. Pourquoi? Parce qu'elle va avoir le plaisir de voler pour la première fois. Ça va être son baptême de l'air à votre engin, la 355, parce qu'elle va s'embarquer à bord de l'Antonov qu'on a vu tout à l'heure. Parlez-moi un petit peu de votre voiture. Alors cette voiture, en fait, c'est une voiture qui est basique, qui est une Toyota Land Cruiser châssis court, classique, avec un moteur diesel de 125 chevaux qui n'a subi aucune transformation mécanique. Elle a été préparée pour le Dakar, c'est-à-dire qu'elle a été solidifiée, il y a eu des renforts de pont, des protections de boîte, et puis une mise en conformité avec le règlement du Dakar, donc classique, les sièges baquets, les ceintures, le GPS, le Tripmaster, etc. Donc c'est pratiquement la voiture de Monsieur Tout-le-Monde. Mais comment est-ce que vous êtes suivi pour l'assistance, Jacques? Alors pour l'assistance, nous avons une équipe de 8 mécaniciens qui se déplacent en avion, de bivouac en bivouac, un camion T5, ce qu'on appelle T5, qui transporte nos pièces détachées. Et quand on arrive, les mécaniciens commencent à préparer la voiture en vue de faire des éventuelles réparations. Si le camion est déjà là, bon, ils font les réparations. Si le camion n'est pas encore là, ils attendent la nuit pour pouvoir réparer et repartir le lendemain avec une voiture qui soit fraîche et pour ça, c'est une organisation Toyota ou c'est vous qui les avez recrutés? Non, c'est pas une organisation Toyota, c'est à l'initiative d'un ami belge, Jean-Paul Ibert, qui avec Toyota Belgique et un club de partenaires a finalement monté cette opération. Il y a 10 voitures qui sont totalement identiques. On peut dire d'ailleurs que c'est une course dans la course, puisqu'il y a un classement interne pour le Toyota, ce qu'on appelle le Toyota Trophy d'ailleurs. Et je dois dire que c'est une initiative tout à fait originale, mais intéressante pour nous amateurs, parce que finalement le budget était complètement bouclé pour un prix relativement raisonnable, avec pas de soucis de mécanique. C'est pas notre métier, moi je suis médecin et Philippe, président directeur général. Président, c'est monsieur le président d'ailleurs dans le Toyota Trophy. Et bien donc nous, la mécanique, on n'y connaît pas grand chose. Ce qu'on voulait, c'est avoir le moins de soucis possible en arrivant le soir, car je pense que là on ne l'a pas encore fait, mais on va arriver très tard dans les étapes à venir. Donc la dernière question, justement, c'est le budget. Pour ceux qui nous écoutent et qui ont envie de faire la même chose que vous, qui ont des professions complètement différentes du rallye, le budget c'est combien? 700 000 francs. 700 000 francs, voilà, pour se faire plaisir sur le Dakar. Parlez bien dans le micro. Pour l'équipage, 700 000 francs pour l'équipage. Nous sommes propriétaires de la voiture. La préparation qui coûte aussi très cher, donc tout compris, 700 000 francs le budget. Très bien, merci. TTC. Merci. Et en plus, pour ce prix-là, donc, cette voiture va voler, puisqu'on va l'embarquer dans l'Antonov dans les heures qui vont venir. Jean-Philippe Guillain, vous êtes de l'autre côté du bivouac, c'est l'expression consacrée, c'est là-bas, et vous êtes en direct avec nous, avec d'autres invités. Avec d'autres invités, Gérard, on reste du côté des amateurs et moi j'ai choisi la Jeep. Vous savez qu'il n'y a qu'une seule Jeep sur ce Dakar, c'est la 381, celle de Philippe Gauthier et Isabelle Vadeboncoeur, qui viennent tout juste de finir de dîner et qui sont en plein bricolage. Alors on va se pencher. Philippe, expliquez-nous qu'est-ce qui se passe là. Eh bien, hier, il y avait une étape où il y avait un petit peu de sable. Donc nous, d'habitude, on roule souvent en 2 roues motrices pour économiser le pont. Et puis bon, heureusement qu'on a roulé en 2 roues motrices, parce que quand on a enclenché le pont avant, on a entendu un bruit. Donc du coup, on a tout fait en 2 roues motrices. Et aujourd'hui, en démontant, on s'est rendu compte que... Tiens, fais voir, Pierre-Claude. En ouvrant le pont, on a trouvé cette pièce qui était au fond du carter. Et on ne savait pas pourquoi elle était là, elle est tombée toute seule. Bah apparemment elle est tombée toute seule, oui, parce que quand on a ouvert on a trouvé ça, et puis en faisant tourner le pont on s'est rendu compte que c'est une pièce qui normalement tient les deux, enfin c'est une entretoise qui est entre deux pignons et qui doit tenir par une vis comme ça. Et ça aurait tout simplement pu complètement arracher les dents en dessous et casser tout le train avant. Bah, disons que si c'était passé dans les dents, dans la pignonnerie, on était obligé d'abandonner, quoi. Bon, par chance, c'est pas passé dans la pignonnerie, donc on va pouvoir le remonter. Et c'est un montage assez simple, donc simplement d'origine, ils ont oublié de mettre la vis. Alors, avec vous, Isabelle Vadeboncoeur, c'est votre deuxième Dakar, Isabelle, avec cette Jeep? Oui, l'année dernière, on a participé, donc avec cette voiture, c'était une aventure, parce que c'est la première fois qu'une Jeep participait. Donc ça s'est relativement bien passé, donc on repart cette année avec la Jeep.
Est-ce que là, vous avez l'impression que vous êtes en sécurité? C'est une question qu'on a souvent posée ces 2 derniers jours. Vous avez été surpris quand on a entendu parler des menaces sur le rallye? Oui, c'est vrai que bon, nous était dans la course hier quand on est arrivé, c'est vrai qu'on était très étonnés. On pensait à l'étape du lendemain et bon, c'est vrai ça nous fait du bien parce qu'on était un petit peu fatigués et c'est vrai que là aujourd'hui ça nous a permis de recharger un petit peu les batteries. Merci beaucoup, bon courage pour la suite et puis on retrouve tout de suite Gérard Holtz. Qui va donner la parole à Christian de l'autre côté donc du bivouac encore avec le fameux Antonov, la grosse baleine qui est au bout du parking avion là-bas sur l'aéroport de Niamey. Christian, toujours en direct avec nous. Oui Gérard, je me sens tout petit à côté des 90 mètres dans l'Antonov. Regardez le train d'atterrissage ici, 40 pneus. Rien que ça pour l'atterrissage de l'Antonov 124 et on va se diriger tout de suite alors que l'on entend la PU, c'est-à-dire les moteurs additionnels. 52 roues exactement sur l'Antonov et on entend la PU qui fournit l'énergie afin de charger tous les camions, l'énergie pour créer la lumière, etc. Et on rejoint René Medj qui discute avec le commandant de bord, les 2 commandants de bord exactement. Alors René, tout va bien? Oui. Vous retrouvez vos amis ici parce que sur le Master Rally, vous les avez utilisés ces Antonov. Oui, tout à fait. C'est pas la même compagnie, mais les pilotes ont changé. J'ai retrouvé un pilote qui avait déjà fait le Master Rally, commandant et le sous-commandant. Commandant Koulikov Artem. On va écouter tout de suite en russe. On va avoir une traduction simultanée. C'est préférable. Alors on va demander au capitaine Kulikov. Exactement, on va essayer. Comment ça s'est passé le vol jusqu'à maintenant et est-ce que tout va bien se passer au niveau des temps, etc. C'est possible de lui demander? Как ваш полет сделан с Россией здесь? Было все в порядке, все хорошо? Да, нормально. Нормально, все хорошо. Другие полеты, все будет нормально? Конечно, все будет нормально. Aucun problème, hein. Tout est bien huilé, il n'y a aucun problème. Ils sont arrivés sans problème, ils vont charger, tout va se faire jusqu'au bout. Il a l'habitude de transporter comme ça des rallye raids assez souvent ou des camions, des voitures. C'est привычка, чтобы понести все эти грузовики, машины, все на этот Руслан. Для нас это груз, обычный груз. Но просто интересно, что мы с вами сотрудничаем. Вот это интересно. Bon, ils ont parfaitement l'habitude de transporter ce genre de fret, c'est leur habitude, il n'y a aucun problème. Mais en revanche, ça les intéresse énormément de le faire avec nous, parce que c'est quelque chose qui sort de l'ordinaire. Voilà. Spasiba, Captain. On va juste demander à René Medj, qui a l'habitude d'utiliser ces avions. Vous avez réussi à adopter une technologie nouvelle avec les Russes pour transporter plus de voitures. Oui, nous, on avait monté, mais là, c'est un petit peu différent. Ça a été pris de court. On a fabriqué un rack qui divise l'avion en 2. Et ça fait qu'on peut mettre, on voit là, le 4x4, on met 2 étages de véhicules 4x4. Donc on en transportait à l'époque 35 4x4 et on a aussi transporté des Citroën Berlingot, on en mettait 45. Il y a combien de compagnies qui utilisent ces avions? Il n'y en a pas beaucoup quand même dans le monde. Les compagnies sérieuses, c'est celle-ci et puis Volga Dniepr qui sont les plus sérieuses puisqu'elles sont utilisées par la NASA à Cap Canaveral qui font les navettes entre Cap Canaveral et puis Baïkonour pour transporter des têtes de fusée et autres. Donc ils travaillent beaucoup avec les Américains. Ok, on se retrouve tout à l'heure, Gérard. Oui, avec plaisir, parce qu'à chaque fois on découvre des trucs incroyables à propos de cet Antonov. Hervé Diers, c'est comme ça qu'on dit? Oui, dans le Nord, c'est ça? Oui. Bon, très bien. Et Romain Despréménil, merci d'être avec nous. Un petit mot d'abord, alors, la même question. Comment vous avez vécu l'annonce de l'arrêt du rallye et l'opération aéroportée vers la Libye? Oui, bon, on a été surpris parce qu'on est arrivé en fin d'étape et on l'a su là. On ne voulait pas le croire et évidemment, bon, au briefing, on nous l'a annoncé. Bon, je pense qu'il n'avait pas le choix, c'est regrettable, mais bon, nous en ce qui nous concerne, c'est décevant parce que le Ténéré, on en rêvait. Hein, c'est important, Romain et moi, on avait prévu ce Dakar pour traverser ce Ténéré et bon, on va pas le voir. Bon, peut-être qu'un jour on reviendra et il n'y aura plus de problèmes politiques et on pourra peut-être retraverser le Ténéré tel qu'on le voulait le faire, quoi. Romain, votre avis? Oui, c'était un peu dommage pour nous, étant donné que la voiture marchait parfaitement. Et on pensait tout de même gagner des places, etc. Mais les événements ont fait capoter un peu le projet.
les 5 prochaines étapes en Libye seront aussi très compétitives, donc il n'y a rien de perdu en fin de compte. La menace, la fameuse menace terroriste? Oui, bon, ça nous fait pas peur parce qu'on la sent pas vraiment. Bon, c'est comme on la sent pas. Bon, je pense que est-ce que c'est réel, est-ce que c'est pas réel, on n'en sait rien. Bon, maintenant, si la décision a été prise au niveau du gouvernement, je pense qu'elle était bonne et il faut pas revenir là-dessus. Oui. Réel, oui, apparemment oui, parce qu'il y a à la fois les services secrets américains, les services secrets anglais et les Français, le ministère des Affaires étrangères et le ministère de la Défense, qui ont alerté l'organisation du rallye en disant attention. Aujourd'hui d'ailleurs, on a quelques précisions là-dessus. Attention, il y aurait une troupe de 300 hommes super armés qui attendait le rallye, apparemment, là, un petit peu plus vers l'est. C'est incroyable. Nous, dans le Dakar, on ne pouvait pas penser une chose pareille. Non, bien sûr, bien sûr. Et puis surtout, une nouvelle fois, qu'un événement sportif soit pris d'une certaine façon, entre guillemets, en otage. On va aller vers votre voiture, Hervé et Romain, et vous allez m'expliquer un petit peu quelles sont les particularités de cette voiture, de cette auto-là. 322. La particularité, c'est que c'est en fait un véhicule complètement de série. C'est ma voiture avec laquelle je travaille toute la semaine. C'est-à-dire, vous faites quoi? Je construis des véhicules magasins, donc ça me sert à tracter mes camions et mes remorques chez mes clients. Hein, donc on l'a équipé. C'est votre voiture pour aller au boulot, quoi. Ouais, voilà, oui, tout à fait. Donc on a fait une préparation quand même dessus pour qu'elle tienne le coup sur le rallye. Donc bon, elle a été préparée en suspension. Et la particularité, c'est que là, on a une benne qui sert pour la course, qui est équipée avec le réservoir, avec les malles, avec les roues de secours et l'ensemble des accessoires pour le rallye. Et en rentrant, je démonte ma benne et je mets ma benne de travail. D'accord, d'accord. Vous allez démonter toute la partie arrière. Voilà, on enlève la benne et puis tout va rester dedans. Tout va rester dedans. Plaque spéciale. Oui, c'est les plaques des ensablages. Hein, on en a besoin. Bon, alors c'est un véhicule qui n'est pas très performant, mais qui est très fiable. Et en plus, c'est un véhicule qui est utilisé par l'administration en Afrique. On la trouve dans tous les pays d'Afrique. Elle sert aux militaires. Donc, il est très facile de trouver des pièces. D'accord. Et alors, la base de ce véhicule? Donc la base, bon, c'est un Toyota, hein, donc c'est un Toyota pick-up avec un moteur de 4 litres dedans, atmosphérique, donc très coupleux, qui passe très bien dans le sable. Bon, on ne fait pas des performances extraordinaires, mais on ne doit jamais s'arrêter et on n'ouvre jamais le capot. Et là, à ce jour, l'auto est neuve, quoi. On l'a un peu retapée aujourd'hui, mais elle est comme neuve, comme au départ. Et Hervé, il y a des trucs dans la cabine de pilotage, là? Il y a des petits trucs à vous, spéciaux? Oh, spéciaux, non, c'est un peu ce que tout le monde a. Bon, on a les Tripmaster, on a le GPS. Mais par contre, non, il y a un 5 de cœur ici à l'avant qu'on avait utilisé en Tunisie, pour aller en Tunisie où tu étais en moto. Et on avait un problème et j'ai trouvé ce 5 de cœur, on l'a mis sur la voiture. Et bon, il est où alors le 5 de cœur? Il est où? On va le chercher avec la caméra. Il est où? À quel endroit il est? Il est là derrière. Bon, d'accord, on va aller le chercher de l'autre côté. Ok, bon, équipage donc franco-belge. Franco-belge, Hervé, vous êtes d'où vous? Alors moi je suis de Eck exactement, à côté d'Asbrook, hein, donc dans un petit village où on a l'entreprise et puis où j'habite bien sûr. Hein. Bon, et Romain, vous êtes d'où? J'habite en Belgique, à Obigi. D'ailleurs, nous avons Obigi, village fleuri, sur notre voiture, comme d'habitude. Et autrement, je m'occupe d'une entreprise de biscuiterie. Bon, très bien. Je vous souhaite bon courage pour la suite. Attention, parce que lundi, quand ça repart, avec la première étape de la Libye, il y aura du sable. Il y aura beaucoup de sable, m'a dit Hubert Auriol. On adore le sable. Bon, tant mieux alors. C'est vrai que vous êtes dans le nord et que les plages sable et tout ça, vous connaissez. On a l'occasion de s'entraîner un petit peu. Voilà, vous connaissez bien. Merci. Ok. Merci. Micro et caméra embarqués maintenant avec Jérôme Rivière et Patrick Fourtic et Jean-Philippe Guillain qui les interrogeaient. Jérôme Rivière, Patrick Fourtic, comment ça se passe pour vous? Ça se passe plutôt bien, c'est assez visible ce matin, il n'y a pas trop de poussière comme les autres jours? Pour l'instant tout va bien, c'est vrai qu'on a une bonne position de départ, donc on n'a pas trop de poussière. Et encore que j'en aperçois une juste devant moi, je pense que ça doit être une voiture de médecin. Dans 1 km à mauvais radier, Jérôme. Ok. Donc aujourd'hui on est très attentif parce qu'il semblerait qu'il y ait une navigation délicate, alors il va falloir être très très attentif. 400 mètres le mauvais radier. Ok, on est hyper motivé, notre pullman va bien, Hatsi nous surveille et tout va bien. J'espère que le médecin va se ranger vite fait. Dans combien? Alors, 1100 mètres maintenant.
1 km. Et on tourne à droite? À droite après le puits devant les maisons. D'accord. Et on quitte la piste principale. T'as pas eu que le médecin nous voit. Repère le puits et c'est juste à droite après. Allez, je lui fonce dessus. 200 mètres, vu le puits à droite. Ouais. Vu le puits, je vais le klaxonner. Voilà. Bien vu. Bien vu, bien vu. Voilà. Doucement dans le village. Ouais. Les biquettes. Les biquettes. Aïe, 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 les biquettes. Et un cap 0,40, 0,50, Jérôme. Par là, hein? Ouais, je sais pas. Ouais. C'est sûr que c'est dans les sorties de village qu'il faudra vraiment faire attention aujourd'hui. Il a bien raison, et en plus ils ont ralenti et c'est vraiment très bien. Pierre-Henri Brandet, vous êtes chez Nissan, mais pas du côté des pilotes usines, on va dire, mais plutôt du côté des clients. Avec le numéro 303, et je me tourne de ce côté-là, Patrick Fabre et Benoît Duval, qui ont eu une initiative particulière pour réunir leurs sponsors. Parlez-en un petit peu, Patrick. Oui, bah, tout à fait. Notre souci, ça a été de trouver beaucoup de solutions pour trouver de l'argent. C'est un budget assez énorme. Et, combien 820, 830 000 francs, en fait, pour l'ensemble de la prestation clé en main, en fait, il faut le dire. Et notre souci, en fait, c'était de pouvoir trouver beaucoup de solutions. Donc on a trouvé une solution qui consiste à mettre le nom des gens sur notre voiture pour 50 francs. Et on a eu presque 1000 personnes qui nous ont répondu présent sur cette solution et c'était fantastique. On a reçu des lettres de la France entière pour nous encourager et nous donner des petites participations. Et ça a même continué ici, même sur le bivouac, non? Ah bah tout à fait. Ce qui est sympa dans l'équipe de Soude, c'est qu'en fait tous les pilotes et les copilotes qui sont aujourd'hui des professionnels, comme Philippe Vanberg, comme Delaverne, comme Demévius, etc., ont participé à l'opération. On a même Laurent Burnion qui nous a mis un petit mot sympa sur la voiture et là on est vraiment très fiers parce que c'est pour nous une découverte très sympa. Patrick, Benoît, merci. Je vais aller me tourner vers André de Soude parce que vous parliez, Patrick, de la prestation clé en main. Vous avez, André, un team. Vous avez 13 véhicules ici en course. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une prestation clé en main? On a parlé d'un budget de 820 000 francs. Peut-être qu'on peut qualifier de budget moyen. Qu'est-ce qu'on a pour ça si on vient vous voir? Le système clé en main, c'est-à-dire qu'on s'est aperçu très vite que les clients avaient leurs occupations personnelles. Donc, nous, c'est notre métier. On leur a dit, vous restez chez vous. Et nous, c'est notre métier. On va faire votre travail. Donc, maintenant, on s'occupe de tout. C'est-à-dire, on s'occupe de l'inscription. On s'occupe de la formation du pilote, de la formation du coéquipier. On peut les habiller. On peut décorer la voiture. On fait l'assistance. On réserve les hôtels, on réserve le carburant et le retour du bateau. Ce qui fait que tout est compris dedans et la personne peut se présenter le matin du rallye et jusqu'à l'arrivée au Caire, elle s'occupe de rien, elle part sans un sou en poche. Alors, on change un petit peu de sujet, hein, une trentaine de secondes. André, justement, quand on a une structure comme la vôtre sur ce rallye, quand un coup dur arrive comme cela, je suppose que c'est très difficile à gérer pour vous également. Oui, en plus c'est un peu décevant, mais enfin ça on n'y peut rien. C'est-à-dire qu'on est parti pour faire 11 000 km de course, et puis là on va faire en gros 6 000 km. C'est décevant parce qu'on a fait acheminer du carburant, on a fait une certaine organisation technique qu'il va falloir abandonner, et puis on a pendant une semaine, là on va se reposer, mais on n'est pas dans des bonnes conditions, et c'était pas le but. Le but c'était de faire une course. Donc cette course va être courte dans l'ensemble, donc on est un petit peu déçu, mais on comprend très bien la position de TSO qui ne pouvait pas faire autrement, donc ils ont pris une bonne décision. Alors, une dernière question avant d'aller voir les Italiens du groupe. André, budget minimum à la rigueur pour venir, budget maximum quand on est client? Alors on loue d'abord beaucoup de voitures ou on peut vendre des voitures. Donc en location c'est entre 700 et 900 000 francs suivant le type de la voiture, c'est-à-dire si c'est un T1, T2 ou un T3. Et on peut vendre un véhicule. Alors un véhicule peut coûter entre 800 000 1 million de francs, même au-delà. Ça dépend le type de véhicule. Donc on met tout à la disposition de nos clients et le client choisit. Merci beaucoup André. Je vous disais, on va aller voir les Italiens de cette équipe de Soude. Gianni, Laura Lamia et Roberto Di Persio. Gianni, vous... Bonsoir. Vous avez vous aussi un budget beaucoup plus conséquent. Il est de combien votre budget?
Mais le budget pour faire un Dakar avec une super voiture comme celle-là, c'est plus de 2 millions. Alors, super voiture parce que c'est une voiture particulière, c'est la même que Pescarolo? C'est une super voiture qu'André Dessoud il a fait pour nous. Et c'est la même voiture de Pescarolo. C'est une voiture avec une caisse carbone, donc très léger et avec un moteur puissant et une catégorie T3. Alors Gianni, dernière question, je suppose que justement quand on fait la course en tête, quand on est dans la première moitié du classement, effectivement un coup dur, l'arrêt du rallye, ça doit peser. Quel est votre état d'esprit? Mais jusqu'avant-hier, nous avons roulé très très bien. On est resté toujours dans les premiers 15, juste derrière Henri Pescarolo. Hier, on a eu un petit problème avec l'alternateur, mais on a réparé la voiture, il est arrivé le camion, on est arrêté un peu, mais on va récupérer avec les grandes étapes de sable, sûrement. Ok, merci beaucoup, bon courage. Je suppose que vous avez hâte que le rallye reprenne. Je signale juste une petite chose, c'est qu'il y a 13 voitures du team Dessoud et qu'elles sont toujours en course ce soir et qu'elles seront donc bien évidemment lundi prochain quand le rallye repartira. Ça s'appelle la fiabilité, c'est un peu comme vous quand on vous confie un reportage, Pierre-Henri. Fiabilité avant tout. On va passer à la moto maintenant avec en particulier des images qu'on n'a pas forcément vues, c'est-à-dire un hommage aux amateurs qui sont encore là. Il y avait 200 motos au départ, il y en a 144 à Niamey ce soir. Après la poussière aveuglante et la chaleur étouffante, la caravane du rallye respire un peu mieux ce soir. Pour la deuxième nuit consécutive, elle bivouaque ici, au bord du fleuve Niger, à Niamey. Une étape forcée, mais la bienvenue pour bon nombre de pilotes amateurs. Sur les 209 parties de Dakar, 56 ont déjà abandonné. Un homme aurait pu faire partie de ces exclus de la course. Dans son équipe, on l'appelle Coxy Baby. Il a fêté ses 37 ans le 6 janvier lors de la première étape. Il est sud-africain et hier, il a failli tout arrêter. Il a perdu 6 heures pour changer le moteur de sa KTM. Mais Alfie Cox est reparti et ce soir, il se considère comme un miraculé, lui la grande révélation du Dakar de l'an dernier. Avec moi, il y avait un autre motard, un Français. Il aurait dépensé tout l'argent de sa famille pour continuer la course. Il se roulait dans le sable. Pour lui, c'était le drame absolu. Il insultait en français ce satané sable qui avait bousillé son moteur. Et moi, à côté de lui, j'étais le roi du monde parce que je savais que mon nouveau moteur allait arriver. Ce gars-là, il aurait pu mettre 100 000 francs pour repartir. Mais lui, il y restait. L'autre image forte de cette 6e étape, c'est bien sûr Richard Singt en bleu et Juan Roma roulant ensemble côte à côte pendant les 100 derniers kilomètres de la spéciale. Singt remporte l'étape, mais c'est bien Roma l'Espagnol au guidon de sa KTM qui conserve sa place de leader au classement général. Deuxième, le Français Richard Singt à 22 minutes. Troisième, l'Autrichien Heinz Kinnegatner à 43 minutes. Hommage à tous ceux qui sont allés pour l'instant jusqu'au bout de la 6e étape. Louis Ramel, bonsoir. Comment ça s'est passé pour vous ces 6 étapes? Très très bien, c'est pour ça que je suis déçu comme tous mes camarades, peut-être un peu plus parce que j'avais prévu de ménager le matériel et moi-même pour monter en puissance, comme on nous annonçait quand même un Dakar assez dur et assez long surtout. Mais là il y a une grosse cassure qui m'arrange pas moi personnellement, quoi. Donc ça fait une décompression, hein. Ça fait une décompression et puis dans l'intérêt de la course, ça permet à ceux qui n'étaient pas bien hier. Il y avait, je crois, beaucoup de monde qui n'était pas bien au niveau matériel et puis humain.
de récupérer. Bon, c'est tant mieux pour eux, mais moi, j'étais bien. Alors, bon. Petite injustice par rapport à votre sagesse et par rapport à votre préparation. Voilà, je sens une petite injustice comme ça, mais disons que tant mieux pour les autres, quoi. C'est votre combien de Dakar? C'est mon 11e. 11e Dakar. 11e en moto, oui. Cette année, j'étais bien préparé. J'ai d'ailleurs une moto qui est très bien préparée aussi. Je suis pas trop fatigué. J'ai pas galéré une seule fois, pas posé le pied une seule fois dans aucune étape. Hier soir, je me suis même permis le luxe de faire, je rassure mes clients en France, 2 heures de dépannage en radiologie parce qu'ils étaient en panne, les médecins. Donc en arrivant de la spéciale, j'ai un client qui est radiologue dans le Fidelia. Il est vite venu me chercher pour dépanner la radiologie pendant 2 heures au lieu de faire ma mécanique. Donc ça prouve que j'étais en bonne condition, quoi. Un petit mot sur votre moto qui est là, oui. Juste derrière et qu'on voit, c'est la 55. Vous Oui, dites bien préparé, alors c'est quoi? Alors c'est un 350 DR Suzuki, oui, qui est préparé par mon frère qui tient un magasin de moto à Dole et à Lons. Il n'y a pas beaucoup de Suzuki sur la course? Non, 2 Suzuki en 350. Et comme vous pouvez le constater, elle sort de la caisse, quoi. J'ai pas souffert du tout avec. Je l'ai pas mis par terre, j'en prends soin et puis tout se passe bien, quoi. L'interruption alors, vous avez appris ça quand hier? Alors moi je l'ai appris en rentrant au bivouac justement par mon copain médecin là. J'avais du mal à le croire parce qu'en 11 Dakar, les rumeurs, j'en ai entendu beaucoup. Bon, il y a eu un moment de déception, mais moi je voudrais quand même dire un petit mot vis-à-vis d'Hubert, parce que je crois qu'il a beaucoup de courage. Comme il a dit lui-même, c'est un crève-cœur pour nous, mais surtout pour lui, parce que je connais sa passion et je sais qu'il avait envie de nous emmener faire ce grand rallye, cette grande traversée. C'est lui quand même là qui doit avoir quand même tout le poids de la course et j'ai une petite pensée pour lui, quoi. Vous vous embarquez quand? Vous le savez déjà? Nous, je pense qu'on ne sait pas tout, mais on devrait partir que dimanche. Dimanche, avec la moto qui rentrera en parc fermé demain à midi. Ouais. À midi, voilà. Ouais. Parc fermé, c'est-à-dire qu'on ne toucherait plus, vous ne ferez plus de mécanique. Oui, mais bon... Elle est belle, hein? Oui, j'ai rien fait. Belle Suze. Donc, j'ai pas eu grand-chose à faire dessus. Elle n'est pas jaune, elle est rouge, mais bon. Elle est rouge, ouais. Couleur d'origine, c'est jaune, normalement, pour Suzuki. Oui, mais bon, j'avais une belle petite tête de vache à mettre dessus, donc je voulais la faire la même couleur. Et puis c'est un petit clin d'œil vis-à-vis de la vache folle, quoi. Je voulais avoir une vache souriante. Voilà. Bon courage, Louis. Merci bon courage beaucoup. Pour la suite. Arnaud Romera, de l'autre côté du bivouac, selon la formule consacrée. Alors du côté des camions, avec monsieur Pélichet. Arnaud. Oui, Gérard, on est du côté des camions, mais on est avec Jérôme Pélichet, effectivement, qui est le pilote. Avec lui également Jean-Louis Gatti, qui est le navigateur. Il en manque un, parce qu'ils sont 3 par camion. C'est Michel Targès, qui est le mécanicien. Et bien lui, il est parti en dépannage. Il est sur la piste en ce moment, donc il ne peut pas être là. Alors Jérôme Pélichet, quelle est la différence entre un camion comme celui-ci, qui est un camion d'assistance qui est dans la course, et un camion qui roule pour la gagne, comme les Kamaz ou les Tatra? La différence, c'est que nous, on a une mission, c'est être sur la piste tous les jours et on a un certain nombre de voitures à dépanner et on doit être le plus rapidement derrière eux pour pouvoir les dépanner, réparer la voiture et leur permettre de repartir en course. Alors techniquement, qu'est-ce qui différencie votre camion d'un Kamaz, par exemple? La grosse différence, c'est que nous, toute la partie arrière est consacrée uniquement aux pièces des voitures. On avait 10 voitures à assister. On fait partie d'une équipe et il devait y avoir 2 camions pour 3 autres voitures. Du coup, l'autre camion a eu un pneu éclaté et il s'est mis sur le côté, donc on a été obligé de remplacer. Donc on a 13 voitures à assister et on a toutes les pièces pour les 13 voitures. Donc par rapport aux autres camions T4 qui sont, eux, en course, ne transportent aucune pièce pour les voitures. Donc ils sont beaucoup plus légers que nous et la différence, elle se fait là, quoi. Alors vous êtes en tant que camion d'assistance, vous êtes bien sûr dans la course. Le but c'est de, non pas de rouler vite, mais d'arriver le plus vite possible le soir pour être à disposition. Le but surtout c'est d'être tous les jours sur la piste et de pouvoir dépanner les voitures. Donc on fait partie de la course pour aller relativement vite, pour pouvoir être vite en intervention sur les voitures, mais pas trop vite pour ne pas casser, pour ne pas être hors course, pour être là tous les jours. Alors on va voir avec Jean-Louis Gatti qui va nous expliquer un petit peu les malheurs, enfin la série noire que vit en ce moment l'équipe Nissan chez les camions. Alors qu'est-ce qui s'est passé ces 3 derniers jours? Alors on a déjà perdu un camion, un T4, qui a éclaté un pneu sur une liaison sur le goudron. Et ça a sectionné les tuyaux de frein et le camion s'est couché et a embarqué 70 mètres d'arbres, etc. Les 3 concurrents n'ont rien eu, heureusement.
Tout le monde s'en est bien sorti. Donc un tonneau, tout le monde s'en sort bien, c'était pour le premier camion. Et vous, hier, vous avez une grosse tuile. Voilà, donc hier, je ne sais pas si c'est l'arbre qui est venu sur nous ou nous qui avons rencontré l'arbre. Mais bon, une branche d'environ 15 cm de diamètre a traversé le camion et est passé à 10 cm de la tête du copilote. On n'a rien eu, mais quand on réfléchit, c'est passé vraiment très près. Alors, ce qui explique un petit peu que l'équipe Nissan est un petit peu sous le choc aujourd'hui. Et vous avez 5 jours pour vous remettre. Bon courage. Merci. On m'appelle du côté de l'Antonov là. Christian Choupin, il se passe quelque chose là-bas pour l'embarquement? Oui, Gérard, on est à quelques minutes maintenant de la fermeture de l'Antonov. À mes côtés, Luc, pilote du Skyvan de la régie, de notre régie. Luc, vous êtes un peu surpris quand même par cette machine. Et comment va se passer à votre avis le pont aérien entre les 3 Antonov? C'est difficile à faire, ça à établir. Disons, ça demande une planification assez profonde et je crois que le plan tel qu'il est fait avec les 3 appareils qui font un circuit rond, chacun des missions de 8 heures, que ça devrait marcher en tout cas. Ouais, de plus en plus impressionnant, on attend de le voir décoller. Thierry Dominac, merci de nous avoir rejoints. Bonsoir Gérard. Bonsoir, comment ça s'est passé ces 6 étapes pour vous? Écoutez, je dois le dire, assez dur. Moi c'est mon premier Dakar. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Enfin, je ne sais pas d'ailleurs à quoi je m'attendais, mais je trouve que ça roule vite, très vite. Je souffre beaucoup. Bon, d'un autre côté, ça se passe assez bien. Je suis autour des 90. Pour un premier Dakar, c'est génial. Ah oui, c'est vraiment bien. Je suis content. Bon, c'est vrai que le soir, quand j'arrive, je me demande chaque matin si je vais pouvoir repartir parce que je souffre beaucoup. J'ai des ampoules plein les mains, mais bon, peut-être que c'est la chose à faire pour accéder au niveau des autres, je sais pas. Vous venez d'où, Thierry? Du Var. Du Var. Et vous faites quoi dans la vie? Je suis loueur de moto. D'accord. Et c'est votre premier Dakar. Vous faites de l'enduro pendant l'année? J'en ai eu fait, mais bon, depuis que je travaille, non, je fais plus trop de moto. L'hiver, je fais quelques raids avec des amis. Je vais en Tunisie, voilà. Qu'est-ce qui vous a le plus impressionné depuis le départ? Ce qui m'a le plus impressionné, c'est peut-être la vitesse. Je ne m'attendais pas à ce niveau-là. Je m'attendais à une ambiance un peu plus motard. Là, c'est la compétition. Les gens ne s'arrêtent pas. Il faut rouler, il faut aller vite. Il y a aussi le fait qu'on a peur des voitures. Si on se trouve en queue de peloton, on se fait rapidement rattraper, on ne voit plus rien. C'est l'angoisse. Moi, c'est peut-être pour ça que je suis 90e, parce que j'ai tellement peur de voir arriver les voitures à 200 à l'heure que la poussière en plus. La poussière, exactement. Bon, donc c'est peut-être ça qui m'a le plus impressionné jusqu'à maintenant, c'est de voir arriver ces voitures aussi vite. Et ce repos forcé à Niamey, finalement, ça arrive bien, non? Pour vous? Pour moi, contrairement à Louis Ramel. Exactement. Et vous en parliez tout à l'heure. Voilà, on était en train d'en discuter. Pour moi, ça tombe vraiment très bien. Quand j'ai entendu ça, j'étais vraiment heureux. Bon, c'est vrai que c'est dommage pour le Ténéré parce que j'ai vu des images, ça a l'air magnifique. Moi, je suis très impressionné. Je remercie TSO pour tout ce qu'on voit parce qu'il y a de très belles étapes, même si j'ai pas toujours l'occasion de bien regarder. Mais j'avoue que ces 5 jours... ça va faire du bien. Oui. Il y a la moto aussi, c'est une Honda, hein, la vôtre. C'est une Honda 600 XR, oui. Qui a bien marché. Qui marche très bien, il n'y a aucun problème. Très bien. Merci d'avoir été avec nous, Thierry. Merci. C'est la fin de ce bivouac maintenant. Avant de se quitter quand même, hier, on était au Burkina Faso avant d'arriver au Niger. Et l'ami André Muller, reporter de France 3 Strasbourg, a dégoté un sport au Burkina Faso, vraiment qu'on ne s'attendait pas. Nous, on l'aime, on l'adore ce sport sur France Télévisions, c'est le rugby. Il y a une équipe de rugby au Burkina Faso et André est allé voir l'entraînement. On se quitte avec ça, je vous souhaite une très belle nuit sur France 2 et on se retrouve demain, donc avec la piste du Dakar, Pascal Sanchez, 17h40 sur la 3 et puis après les émissions habituelles. Salut, belle nuit, vive le rugby. À Ouagadougou, séance d'entraînement 2 fois par semaine. Le rugby, c'est comme une marguerite en pleine éclosion. L'équipe est en constante progression depuis qu'ils jouent sur ce gazon soyeux. Dans le club, on leur inculque les valeurs universelles du rugby, l'amitié, la loyauté, la rigueur et la discipline. Nous sommes des guerriers, nous sommes des spirit fighters. Ce sont les pionniers ici et c'est eux qui vont avoir la tâche de transmettre les fondamentaux et l'essentiel de ce que véhiculent les valeurs du rugby. C'est très important pour des pays comme ici où on a besoin de ce collectif pour fédérer des gens autour, pour faire une unité, quoi.
Peu de moyens dans ce club. On joue avec des sandalettes en plastique, des chaussures à crampons achetées au puces. Les 50 joueurs mettent la main au porte-monnaie tous les mois pour payer l'éclairage du stade. J'ai déjà pratiqué beaucoup de sports, mais arrivé au rugby, j'ai trouvé que c'est une seconde famille. Parce qu'au rugby, on ne vient pas pour gagner des millions comme au football, comme au basketball. On se retrouve entre copains, on joue et puis après c'est la famille, c'est la joie, quoi. Et donc nous sommes ici à Ouagadougou. C'est un club jeune, c'est un club qui n'a pas de soutien. Le soutien que nous avons, c'est notre fraternité, notre amour. Quand je m'entraîne pas, je suis Plus les conditions que l'on a vécues au début. Et avec Georges Groen, c'est vrai qu'on a un confort absolument incroyable, une qualité de nourriture étonnante. Mais c'est vrai aussi que quand on a fait une spéciale de 5 ou 600 ou 700 km comme on va faire, arriver dans un bivouac confortable avec une bonne nourriture pour reprendre des forces pour le lendemain, c'est aussi pas mal. Jusqu'aux plus grandes heures de la nuit, puisque c'est pratiquement en continuité. À 4 heures du matin, on peut manger une soupe ou des pâtes encore. Ça a toujours été le cas sur le Dakar. Je crois que aussi bien Thierry Sabine que ceux qui lui ont succédé ont toujours fait en sorte que le dernier des concurrents qui arrive sur le bivouac ait quand même quelque chose à manger. Donc la nuit est continue pour ceux qui servent à manger. Alors la grande star depuis 2 jours ici, c'est l'Antonov 124. C'est le plus gros avion du monde qui atterrit, repart, a commencé le pont aérien vers la Libye. Christian Choupin, est-ce que d'abord l'Antonov 124 est revenu de la Noria? Toujours pas, Gérard, on l'attend d'ici quelques minutes. Pour l'instant, nous sommes au PCR, juste à côté du Dornier. Toute l'équipe est censée travailler à l'intérieur, mais pour rien vous cacher, ils sont en train de se restaurer chez Georges Groen. Mais je peux vous dire qu'il y a eu déjà 4 rotations en 24 heures, 43 voitures, 16 camions, 8 hélicoptères sont déjà partis à Saba, en Libye, où pour l'instant il fait 25 degrés de moins qu'ici, c'est vous dire. Et on peut juste quand même jeter un œil sur les camions, les T4, T5, qui sont déjà parqués ici, juste à côté de la piste, et d'ici une demi-heure, il devrait se préparer à embarquer dans l'Antonov en direction de la Libye. Et pour vous dire, ici au PCR, 100 personnes travaillent, 70 navigants exactement, en comptant les parqueurs qui se chargent de parquer les avions. Voilà, Gérard. Merci Christian, on va revenir maintenant en image sur tout ce qui s'est passé justement aujourd'hui, à l'autre bout là-bas de l'aéroport, avec l'Antonov qui a carrément mangé les hélicoptères, c'était ce matin. Facile parce que chaque avion est un challenge en lui-même, quoi. Donc on joue contre le temps et puis il y a la donnée météo qui est importante. Le challenge, justement, chargé, transporté 143 motos, 129 voitures, 64 camions avec 3 Antonov 124 en rotation continue. Temps imparti, 4 jours et 3 nuits. Capacité de ces mastodontes, 110 tonnes, soit en moyenne 4 camions et 10 voitures suivant les contraintes de poids. Du point de vue logistique, la réussite de ce pont aérien passe par un plan de vol sans faille. On a une cellule PCR et chacun a une mission bien précise. On a quelqu'un qui s'occupe de la gestion des vols, c'est-à-dire de la coordination entre le terrain de départ Niamey et le terrain de réception Saba, de manière à ce que quand celui-ci est en cours de chargement et qu'on sait évaluer la fin du chargement, l'autre puisse être déclenché de l'autre côté. 3 Antonov sont partis le ventre plein cette nuit. Aujourd'hui, manœuvre annexe et délicate, les 8 écureuils prennent place dans la baleine. Allez, on recule. Vas-y, avance, avancez, c'est raccord. Stop, c'est bon. C'est assez délicat, il faut bien checker avec eux pour les imbriquer. Et surtout pour les fixer de manière à ce qu'ils ne bougent pas ni au décollage ni à l'atterrissage. Tout va bien, mais il faut pas qu'il y ait vraiment un problème, il ne faut pas que ça s'arrête parce que le timing est très très serré. Tout va bien à condition que la météo soit clémente, qu'il n'y ait pas de problème technique. Pour l'instant, il pleut sur Saba sans plus. Et un Antonov a gardé le nez ouvert inopinément pendant 1 heure, sans conséquence. Pour le reste, on verra si tout le monde arrive à bon port lundi, comme prévu.
Voilà donc pour le pont aérien vers la Libye. Hubert Auriol vient de nous rejoindre. Bonsoir Hubert. Bonsoir. Alors comment ça se passe, vu de votre côté, direction de course, pont aérien? Écoutez, pour l'instant ça se passe bien, un petit rodage au niveau du chargement des avions et c'est normal, mais maintenant que tous les véhicules sont en parc fermé et qu'ils ont été pesés et qu'ils sont rangés, c'est beaucoup plus facile et on devrait gagner du temps sur le chargement. Là, le dernier avion qui est parti, on l'a chargé en 45 minutes, ce qui est, on a gagné 1h30 par rapport au précédent, donc tout devrait aller bien. Et le dernier chargement, ce sera les passagers, d'une certaine façon, c'est dimanche après-midi, pour que dimanche soir, tout le monde soit à Sabha, c'est ça? Tout le monde devrait être à Sabha dimanche soir. On fera un briefing dimanche soir, comme d'habitude, à 21 h. Et le lendemain, on donnera le départ de la spéciale. Il y aura une liaison et ensuite une spéciale qui ne sera pas exactement la spéciale prévue, mais il y aura une spéciale comme prévu qui amènera tout le monde à Wael Kébir. Alors Hubert, deux questions à propos de ce pont aérien. Le chiffre de 30 millions est sorti cet après-midi. Ça paraît vraiment énorme. Est-ce que c'est le chiffre réel ? Écoutez, c'est le chiffre qu'on a budgété aujourd'hui parce qu'il a bien fallu faire des prévisions par rapport au coût de l'opération. C'est le chiffre réel sur lequel aujourd'hui on est parti. On verra le chiffre définitif une fois que l'opération est terminée, mais aujourd'hui on est parti effectivement sur ce budget-là. C'est énorme, évidemment. C'est beaucoup, mais il faut savoir que le budget de TSO c'est 100 millions de francs. C'est donc un gros problème pour nous, mais on a décidé de l'assumer. C'est une décision que notre groupe a prise parce que nous souhaitons mériter la confiance que nous avons de tous les concurrents qui participent et d'emmener la course à son terme. Et donc on a décidé de faire ce pont aérien pour faire en sorte que la course puisse continuer à partir de Sabha jusqu'au Caire le 23 comme prévu. Je pense que les mauvaises langues une nouvelle fois diront que 30 millions pour une opération comme ça, on devrait les mettre ailleurs, mais ça ne changera pas de toute façon. Je veux dire, ça ne leur fait pas changer d'avis. Les mauvaises langues peuvent dire ce qu'elles veulent. De toute façon, on demande son aide à personne. Je veux dire, chacun a le droit de faire ce qu'il veut. Et aujourd'hui, nous avons une société que nous gérons. Nous la gérons comme nous le souhaitons. Nous organisons une course et si nous avons des décisions à prendre, c'est nous qui les prenons et c'est personne qui nous dit ce qu'il faut qu'on fasse. Est-ce que les assurances peuvent jouer dans ces cas-là? Parce que vous, organisateur, vous aviez une assurance pour l'interruption ou l'annulation du rallye. Est-ce que là, ça va jouer? En fait, on a comme dans tout un événement important qui est organisé, c'est vrai pour un concert, c'est vrai pour toute manifestation que vous organisez, vous avez une assurance annulation. Nous avons une assurance annulation depuis des années sur le Dakar qui couvre le risque que la course ne parte pas, qu'il y a un problème selon qu'on n'arrive pas dans le pays, qu'il y a un pays qui nous empêche de continuer la course, etc. Donc effectivement, on avait une assurance. Aujourd'hui, nous sommes en discussion avec les assureurs et pour l'instant, on discute. Et alors la grande question, et ce sera la dernière ce soir Hubert, c'est l'avenir du rallye l'année prochaine. À partir du moment où on a eu un hold-up en Mauritanie, où on a eu des mines dans le sud marocain, où maintenant on a des problèmes avec les terroristes qui peuvent agir n'importe où. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, au fond de vous-même ? Écoutez, j'en pense que c'est pas vraiment le moment de faire un bilan. Aujourd'hui, l'objectif pour nous, c'est d'arriver à mener la course à son terme. Il sera toujours temps de se reposer toutes les questions une fois qu'on est au Caire et d'imaginer s'il y a une suite et quelle sera cette suite. Alors aujourd'hui, si vous voulez, il y a deux tendances. La première, c'est de dire, et c'est un raccourci un petit peu facile, c'est de dire, oh, le Dakar, si ça s'arrête, c'est tant mieux, c'est un scandale. Mais quand vous en parlez ici aux Africains et quand vous voyez l'impact du Dakar dans les pays africains, je vous garantis que venez en parler ici, c'est exactement l'inverse. Quand vous en parlez aux Nigériens et que vous en parlez aux gens d'Agadez qu'on a vu aujourd'hui à Niamey, puisqu'ils sont venus de Niamey, ils sont venus d'Agadez pour nous rencontrer, pour eux, ils sont désespérés. Ils disent, c'est dommage, c'est fantastique, revenez nous voir, on vous attend quand vous voulez. Donc, vous savez, les avis des uns et des autres, c'est une chose. Nous, on organise une course, on est reçus à bras ouverts dans les pays dans lesquels on va, les gens nous attendent, les gens nous accueillent. Le Dakar en Afrique, c'est vraiment une fête. Donc à votre avis, il y aura un rallye en Afrique qui va continuer. Le Dakar va continuer. Je dis pas ça, mais je dis qu'on se posera toutes les questions qu'il faut à l'arrivée au Caire. Un peu plus tard. J'ai des confrères étrangers représentant la télévision portugaise, allemande et libanaise. Vous avez peut-être une question. Il n'y a pas de raison que je monopolise le micro puisque vous êtes là. Vous avez peut-être une question à poser à Hubert. Joren Bou de la télévision allemande. Oui, de la ZDF. Hubert, qui donne l'assurance, la sûreté qu'il n'y a pas d'attaque en Égypte? C'est pouvait venir de la même organisation.
C'est difficile de vous répondre si vous voulez parce que je vais pas vous répondre, je peux pas avoir une réponse tranchée et vous dire mais il n'y a aucun problème. Tout ce que je peux vous dire c'est qu'on a toutes les assurances que la course se déroulera normalement dans les pays qu'on va traverser maintenant, c'est-à-dire la Libye et l'Égypte. Je pense pas que le ministre du Tourisme égyptien nous aurait facilité la tâche pour arriver jusqu'au Caire, que le comité olympique libyen nous aurait donné l'autorisation de venir en Libye. Et d'ailleurs, il y a un communiqué qui a été publié aujourd'hui par l'AFP nous confirmant que nous sommes attendus et nous serons accueillis et que toutes les conditions de sécurité sont réunies. Donc vous savez, il y a qu'en restant chez soi et en ne sortant pas de chez soi qu'il ne peut rien vous arriver. Donc nous, on prend des risques qui sont à notre avis calculés. Aujourd'hui, il y a 2 jours, il y avait une décision à prendre. On a estimé qu'on ne voulait pas prendre un risque. On ne l'a pas pris. Et le reste, on a les assurances que l'organisation se déroulera normalement. Merci Hubert. C'est la vie du bivouac aussi. On était au restaurant il y a quelques instants. On va maintenant rejoindre Pierre-Henri dans un endroit qui est très important, très hygiène. Pierre-Henri, les douches. Oui, mais avant cela, Gérard, je voulais juste vous montrer la quantité astronomique d'eau qui est ici. Elle provient du Burkina. Cette eau, ça doit être un stock qui avait été récupéré. On va se diriger effectivement vers les douches. Bon appétit, messieurs. Voilà, et les douches où nous attend Georges Groine. Georges Groine qui met en place aussi cette structure. Il y a les groupes qui tournent. Alors vous entendez sûrement, il y a beaucoup de bruit. Et Georges, alors ça, ces groupes, c'est juste pour alimenter bien toutes les cuisines. Voilà, puisque tout marche électrique, c'est un 110 kVA. Les cuisines, l'éclairage du bivouac et bien sûr les douches. 110 kVA, 110 kVA, oui. C'est une puissance. Hein. C'est une grosse puissance. C'est très fort. Parlez-nous des douches également. C'est mis en place à chaque étape. Et les douches sont... L'eau est chaude puisqu'on a des résistances et on a une réserve et l'eau est chauffée. Il n'y a personne. 32 degrés. Alors là ce soir, oui, il n'y a personne parce qu'aujourd'hui quand même, oui, tout le monde est à table de l'autre côté et beaucoup ont eu le temps aujourd'hui de venir prendre les douches. Mais c'est un endroit qui naturellement est pris d'assaut tous les jours. Dès l'arrivée des premiers concurrents, tout le monde se jette sur les douches. Ils apprécient énormément. Là, difficile de fournir également ou pas? Difficile, mais j'ai une citerne et je suis réalimenté 2 fois par jour. On fait 20 000 litres par jour d'eau. Merci beaucoup, Georges. Vous savez tout maintenant sur la restauration, les douches, les quantités. Voilà, on a été très bien renseignés. Bonne soirée, Georges. Merci. Merci Pierre-Henri et bonne douche vous aussi, mais de toute façon vous êtes propre à longueur de journée. Alain Guéhenec, vous êtes le copilote d'Henri. Les douches là, ça se vit au jour le jour et de temps en temps c'est vraiment indispensable. Les jours de poussière. Oui, c'est très appréciable quand on rentre. C'est très appréciable quand on rentre de spécial. On a un peu transpiré. Bon, c'est vrai que ces jours derniers, on est un petit peu privilégié du fait de nos vacances forcées. Mais j'espère que ça durera tout le rallye. Et alors vous, en plus, dans votre écurie, vous avez aussi par exemple un masseur, vous avez évidemment les mécanos, vous avez peut-être même un cuisinier spécial, non, où vous allez au bivouac? Non, on profite entièrement du bivouac de Georges Groine. C'est vrai qu'on a un masseur et qu'on a une logistique qui fait qu'on est un petit peu soulagé et on n'a que la course à faire. Oui, c'est ça, il faut penser surtout à la course. Hein. On passe aux motos maintenant pour l'instant avec, on commence par ça, Vincent Foyce qui s'est intéressé à tous les gadins, à tous les soleils, à tous les cartons de nos amis motards. Et oui, souvent dans les résumés, en particulier dans le journal du Dakar, on vous montre les champions, ceux qui sont devant, ceux qui vont vite, ceux qui vont fort. Et on oublie aussi les amateurs qui tombent, se relèvent et continuent et arrivent fort tard
et profite un petit peu de tout ce qui se passe sur le bivouac. Nathanaël, vous êtes justement avec quelques-uns de ces amateurs. Et je suis avec le plus jeune motard du rallye, Pierre Quinonero. Alors Pierre, c'est votre premier Dakar. Vous êtes quand même champion de France 96 et 98 d'enduro, je crois. Oui, c'est exact. Alors, comment ça se passe? Vous m'avez dit tout à l'heure, c'est mon premier Dakar et c'est hallucinant. Ben, c'est vrai, je pensais pas que c'était vraiment si difficile, si long. Et puis j'ai été un peu surpris au début. J'ai fait le rallye de Tunisie au mois d'avril. Et puis je m'en suis bien sorti, mais je pensais pas que tout ce qu'on me disait, c'était vraiment... comme ça quoi. Vous êtes quand même agréablement surpris ou ça vous fait un petit peu peur maintenant que vous y êtes? Non, je suis vraiment agréablement surpris. On voit des paysages magnifiques, les spéciales sont superbes. C'est vraiment une belle course et je pense que je suis en train de prendre plein d'images dans ma tête et que ça va me laisser beaucoup de souvenirs. Alors, on est devant le parc fermé, donc on ne peut pas aller voir votre moto. Vous savez où elle est à peu près? Vous pouvez nous montrer? Oui, elle doit être dans la 3e rangée, là, vers le milieu. Vous l'avez bien préparé? Vous avez bossé combien de temps ces 2 derniers jours dessus? Non, en fait, on a fait les grosses révisions, mais elle marchait bien dans la dernière spéciale. Donc, on a fait on a changé les pneus pour partir dans de bonnes conditions. Je crois que votre mécano est aussi le plus jeune mécano du rallye. Lui, il a 21 ans. Vous m'avez dit, on a 43 ans à nous deux. Ça fait une sacrée équipe quand même. Ouais, c'est vrai. J'ai essayé de marquer le coup. Je l'ai trouvé. Il était dans l'équipe de France d'enduro. Et il travaille très bien. Et en plus de ça, il est jeune. Il a 21 ans. Moi, j'en ai 22. Donc, on voulait marquer le coup d'une jeune équipe qui part sur le Dakar. Vous avez 22 ans. Vous avez tout l'avenir devant vous. Car m'a-t-on dit, vous êtes un futur grand. Je vous propose de continuer notre balade du côté des poireaux motos, comme on les appelle. Alors lui, vous le connaissez déjà, c'est Alain Duclos, il était avec nous l'autre soir. Et alors regardez, il y a une petite surprise ce soir. C'est un plâtre magnifique avec des signatures. Qui a signé ce plâtre? Il y a Magnaldi, il y a Kenny Gardner, il y a Andrea Meyer. Enfin, que des stars moto, quoi, en fait. Uniquement des motards? Oui. Alors dites-moi... Peut-être faire Peter Hansel quand même, mais puisque c'est quand même un ex-motard. Dites-moi, est-ce que vous allez reprendre le départ lundi, malgré ce plâtre et malgré la légère fêlure que vous avez au poignet? Oui, donc on a été faire quelques radios et puis après avis médical, ils m'ont autorisé à reprendre la course avec une attelle. Donc je m'en voudrais au moins de ne pas essayer. Donc voilà. Au moins pour faire plaisir à Raymond Loiseau qui vous suit attentivement, je crois. Dernier poireau ce soir avec nous, c'est Francis Clément. Alors lui, il n'en est pas à son premier Dakar, il en a déjà fait plusieurs. Il a déjà brûlé quelques motos dans le désert, ça arrive à tout le monde. Une seule, oui c'est vrai, une seule. Alors Francis, vous avez réparé, Gérard, votre mécanicien a réparé la moto toute la nuit. Qu'est-ce que vous avez fait vous aujourd'hui? C'était les vacances, vous en avez profité pour visiter Niamey? Non, on n'a pas visité Niamey parce que ce matin, quand je suis arrivé à 8h, on s'est aperçu que le pneu avant avait une grosse entaille. Donc on s'est dépêché de le changer avant de mettre la moto au parc. Et après on a rangé un petit peu nos malles puisqu'il a fallu qu'on fasse un petit peu une malle d'hiver. Puisque là où on va partir, les nuits vont être fraîches. Et puis cet après-midi, on a tourné un petit peu en rond là ici. Mais demain, on va aller visiter Niamey. Oui. Un petit mot juste sur le Dakar. C'est votre 4e, 5e, c'est ça? C'est le 7e en course, le 8e, parce que le premier, je l'ai fait en véhicule de presse. Et là, c'est le 8e, c'est ma 8e participation. Vous en pensez quoi? Il est plutôt sympa, plutôt difficile? Non, je trouve relativement facile parce que il n'y a pas eu jusqu'à maintenant beaucoup de navigation. Bon, la dernière spéciale qu'on a faite était vraiment très très sympa. Commence à y avoir de la navigation. Bon, ce qui est dommage, c'est qu'on rate vraiment les belles étapes longues avec des belles dunes, avec vraiment de la belle navigation. Vous êtes un peu frustré parce que vous m'avez dit que pour vous, ce Dakar, vous revenez à 260 000 francs. Ne pas passer par Agadez, par le Ténéré, c'est comment vous le vivez? Il y a deux côtés, il y a un côté sportif et un côté humain. Le côté sportif, c'est vrai que on part pour faire un vrai coup de moto en Afrique, hein, comme amateur. On partait pour 17 jours de course. Bon, la sécurité fait que, il vaut mieux aller directement en Libye, ça c'est sûr, mais donc il nous manque 4 jours.
Et puis il y a un côté humain parce qu'on est aidés quand même tous, pilotes amateurs. On a beaucoup de gens qui nous aident à boucler ce budget et qui suivent, grâce à vous d'ailleurs, qui suivent le rallye. Et vous vous serrez les coudes et c'est tout de même un très beau rallye. Voilà Gérard, donc l'avis des pilotes amateurs motards qui ont passé quand même une journée tranquille. Ils sont particulièrement reposés ce soir. Ils vont être fin prêt lundi pour repartir. Alors au classement général moto, on sait que c'est Juan Romain l'Espagnol avec sa KTM qui mène devant, au classement général provisoire évidemment, devant Richard Saint avec 22 minutes et 22 secondes d'avance. Résumé maintenant des 6 premières étapes de ce rallye Dakar 2000, Emmanuel Lefort. Une fois n'est pas coutume sur le rallye, pas de prologue cette année, mais une première étape au départ de Dakar. Richard V, avec son numéro 1 vainqueur l'an dernier au guidon d'une BMW, affirme d'entrer ses ambitions. Il remporte la première spéciale entre Dakar et Tambacounda au Sénégal, une étape longue de 594 km. L'histoire semble alors se répéter. Avec ses 5 pilotes d'usine, l'équipe autrichienne KTM se lance à la poursuite du Français. Mais comme en 99, KTM confond vitesse et précipitation. Fabrizio Meoni chute lourdement lors de la 4e étape. Et c'est avec une luxation de l'épaule droite et des contusions musculaires au visage que l'Italien abandonne. L'Espagnol Jordi Arcarons s'arrête lui aussi. Une rupture du joint de culasse de sa moto et il quitte le rallye à Bamako, au Mali. Et ce n'est malheureusement pas terminé. Giovanni Sala, souffrant de multiples blessures suite à une chute, abandonne à son tour. Un seul pilote va finalement réussir à imposer son style tout en puissance. Juan Romain, un Espagnol de 27 ans, remporte 2 étapes et s'installe en tête du rallye. Une petite erreur de navigation aurait pu lui coûter sa première place, mais lors de la 6e étape, il s'est contenté de suivre la trace de Richard V. Les deux hommes ont roulé ensemble pendant 100 km et le classement général n'a pas été bouleversé. Romain, pilote KTM, conserve sa première place. 2e, Cinct à 22 minutes. 3e, Kinigatner à 43 minutes. 4e, Gallardo. 6e, Brussi. Au total, 6 KTM et 4 BM occupent les 10 premières places du classement général. On revient aux voitures avec Henri Pescarolo, Alain Guéhenec. Vous êtes 13e pour l'instant, Henri Pescarolo, avec votre Nissan. Vous ambitionnez quelle place? Qu'est-ce qui vous fait il n'y a que des voitures d'usine devant moi. Vous savez que dans ce Dakar, il y a des voitures très modernes. La Mégane de Peter Hansel, les Buggy Schlesser, les Mitsubishi et les nouvelles Nissan Terrano. Donc moi j'ai une voiture un petit peu ancienne qu'on a modernisée avec une carrosserie carbone comme je vous l'avais dit et on est donc à la place à laquelle on doit être, c'est-à-dire premier des privés, juste derrière les voitures d'usine. Malheureusement il y a des belles étapes qui vont nous manquer, mais cet après-midi comme on n'avait rien à faire, j'ai regardé un petit peu la suite du rallye. Je crois que ça va être quand même très très dur. Et la solidité de ma voiture, la fiabilité de la voiture, la préparation dessous de ce patrol général routière devrait permettre d'essayer d'arriver dans les 10 premiers. C'était mon ambition au départ, ça allait toujours. Jusque-là, c'est formidable. On n'est pas descendu une seule fois de la voiture avec Alain. On n'a pas crevé une fois, je l'ai beaucoup ménagé. Alain ou la voiture? Alain aussi. Donc l'équipage et la voiture sont en pleine forme et je crois qu'il va y avoir un très très gros morceau qui nous attend. Personne a l'air de s'en douter en ce moment parce qu'on est un petit peu avec un break imposé qui nous a fait perdre le fil de la course. Mais je crois que la reprise va être très très dure. Il y a une frustration évidemment là, ces jours de repos, alors qu'on est en pleine compétition et puis on fuit le fait de ne pas passer par le Ténéré. Déjà le jour de repos dans le Dakar c'est quelque chose de difficile, c'est bon pour les mécaniques, mais avoir le rythme cassé au milieu d'une compétition c'est toujours très difficile de reprendre. Alors là avec un break de 4 ou 5 jours ça va être encore plus difficile, surtout qu'on était tous très très heureux de retourner dans le Ténéré, de retourner à Agadez, Dirkou, passer près des salines de Bilma. C'était vraiment des endroits mythiques du Dakar qu'on a connus dans le temps. Ça nous faisait tellement plaisir d'y retourner qu'on est forcément frustré. Mais je crois que la Libye et l'Égypte, ça va être quand même un gros morceau. Très bien, merci Henri. On va maintenant avec Jean-Philippe Guillain et Jean-Jacques Brouard voir justement les temps forts des 6 premières étapes maintenant en voiture.
Première étape du Dakar 2000 et première grosse surprise. Le Portugais Carlos Sousa signe le scratch et 5 Mitsubishi s'installent aux commandes. Les protos de Schlesser et Peter Hansel sont à 8 minutes. Le lendemain, entre Tambacounda et Caille, Stéphane Peter Hansel réagit. Sa méga est très compétitive. Les Mitsu officiels sont prévenus. Travaux d'Hercule pour Luc Alphand. Sa Kangoo doit passer la ligne d'arrivée sans aide extérieure. Une seule solution, le tir à la corde. Alphand abandonnera avant d'arriver au Niger. Pour la piste pour Nioro. Nioro. Ouais. Dans le village, après là-bas. Voilà. Peter Hansel perdu entre Caille et Bamako. Symbole de cette spéciale très cassante, ce trou énorme devant la Mercedes de Charbonnier. Les suspensions ont encaissé des chocs terribles. Le Ford Pro Truck de Bruno Sabi a rebondi sur la piste. Place aux femmes. À Bobo Dioulasso, l'Allemande Jutta Kleinschmidt est la plus rapide, la 6e victoire d'étape de sa carrière. 40 degrés à l'ombre et un petit rafraîchissement pour les concurrents après les 2000 premiers kilomètres. Le Kamaz de Tchagin les pieds dans l'eau, le monstre russe domine sa catégorie. Concours de saut entre Bobo et Ouaga. Peter Hansel va le plus loin, Carlos Sousa n'est qu'à quelques centimètres, mais c'est Jean-Louis Schlesser qui s'adjuge la spéciale avec des pointes à 185 km/h. 6e étape et Peter Hansel en haut, double Schlesser juste avant l'arrivée à Niamey. Le rallye atteint les portes du désert. Le temps d'éviter quelques clôtures en barbelés et les 526 km de spéciale sont avalés. Dernier vainqueur avant la neutralisation du rallye, le Portugais Carlos Sousa signe sa 2e victoire d'étape cette année. Le dernier classement général avant la Libye est dominé par le japonais Kenjiro Shinozuka. Il devance Schlesser de 6 minutes 15 et Peter Hansel de 8 minutes. Ils sont encore 113 en course. Avec mes confrères étrangers, donc, l'analyse un peu de cette première partie du rallye et puis de la crise, on va appeler ça comme ça, de ce qui s'est passé ici. Alors, Teresa Conceição, vous êtes de la SIC, qui est une télé privée portugaise. Oui. La première partie du rallye pour vous? Alors c'était très bien avec deux victoires portugaises à l'étape. Ça c'est la première fois qu'on a une présence portugaise si forte dans les motards. Il y a eu une 3e place en étape dans sa dernière étape aussi. Paolo Marquez? Oui, c'est Paolo Marquez qui me marre. Hein. Alors c'était très bien et quand on doit faire stop, qu'on a fait stop, ça a été une grande frustration en Portugal, je crois. Est-ce qu'aussi au Portugal, on vous a appelé pour vous demander beaucoup de choses sur le terrorisme? Est-ce qu'ils avaient peur au Portugal pour vous et pour l'ensemble des concurrents? Non, peur proprement non. Quand on est loin, je pense que les gens ne pensent pas sérieusement, vraiment, je pense à cette chose. Je crois qu'il y a eu un commentateur qui a même dit que ça peut servir au marketing du rallye pour faire une image de danger, pour renouveler une image de danger pour le rallye, parce que dans ce moment-là, le rallye est peut-être un petit peu plus facile pour tous. Alors quand ça arrive, ça peut être bon pour le rallye, pour l'image de rallye. Je pense que c'est un petit peu bête de dire ça, mais on comprend très bien, ouais. ça peut arriver quand on est loin. Je pense qu'ici, nous pouvons sentir que la menace peut être réelle. Avant d'écouter mes deux confrères, je vais vous présenter un engin. Évidemment, vous le connaissez puisque vous êtes là. C'est le buggy de Enrard, qui est tout droit sorti de Mad Max. Il est sorti d'un film et il est encore là. Christian Choupin. Ça fait 3 jours que je m'emmerde avec mes garde-boue. 3 jours que je les perds, 3 jours que je m'arrête au milieu spécial, 3 jours que j'arrive pas à sortir du classement. Alors, je voudrais mettre une barre avec une bavette. Attachée au châssis. Comme ça bouge pas avec la roue. Bonjour, je vais vous demander, je suis le conducteur du buggy jaune. J'ai des problèmes de garde-boue depuis 3 jours et je cherche des tubes. J'ai plus grand chose. Merde, où est-ce que je vais trouver un tube? Et à côté, la compétition là. Il n'y en a pas assez. J'ai l'impression qu'il y en a un autre qui est glissé dedans. Peut-être. Ah. Tu le sors. Voilà la bonne nouvelle. C'est assez cocasse que ce soit Mitsubishi qui m'aide parce que quand je l'ai fait en moto, Shinozuka a roulé sur ma moto.
et il en a fait une banane. De la débrouille, il en faut quand on pilote seul ce buggy prototype. Ambiance mi-Mad Max, mi-sauterelle du désert, Stéphane Enrard a dégoté cette machine à Phoenix aux États-Unis. De son passé de motard, Stéphane conserve son esprit solitaire, travaillant en course à la fois sur le pilotage et la nave. C'est là que ça se complique. Le gros problème, et j'y avais pas pensé, c'est qu'en moto, la tête bouge beaucoup moins. Et dans la voiture, on est comme ça, et je sais pas lire en fait. Enfin, tout ce qui est les caps qui sont écrits en petit, je les vois jamais. En 99, essai manqué après casse moteur. Après des mois de mise au point, le buggy est fiabilisé avec un moteur turbo diesel de 215 chevaux. Sur la piste, le buggy dégage alors des sensations différentes. C'est un kart quoi. C'est vraiment un kart, ça balance pas comme ça, comme une Jeep. Ça passe comme ça à plat. C'est très amusant et ça saute bien. Ce buggy attire les convoitises. Des pilotes comme Jean-Louis Schlesser sont admiratifs devant la conception légère de ce deux roues motrices. Mieux encore, cet engin unique représente l'essence même du Dakar, autrement dit l'époque des prototypes extravagants, taillés pour l'aventure humaine et non pour la gagne. Moi j'adore ce genre de prototype, les gars qui vont au bout. En plus il est tout seul. Alors Paul Fadel, c'est ça, vous êtes de la LBCI, c'est la télévision libanaise, c'est ça? Oui, c'est une chaîne privée, c'est la chaîne numéro 1 au Liban. C'est notre deuxième Dakar. Je trouve ça exceptionnel, surtout pour la première partie. Ça a démarré d'une façon exceptionnelle. L'organisation, elle est irréprochable. Mais en temps de crise, il faut faire quelque chose. J'aurais pensé moi-même à faire un détour et aller de nouveau au Sénégal, mais les organisateurs ont vu qu'un pont aérien, c'est peut-être commode à exécuter, je sais pas. Il y avait pensé, hein. Ouais. Zaniroli avait pensé retourner à Dakar et puis il s'est rendu compte que c'était pas possible. Et vous parlez des organisateurs, c'est vrai qu'ils jouent complètement la transparence, ça aussi il faut le dire, parce que c'est vrai que si nous-mêmes, France Télévisions, nous sommes partenaires avec eux, mais en même temps on garde aussi notre droit de critique. Mais c'est vrai que là, par exemple tout à l'heure, Hubert Auriol donnant les chiffres d'affaires, peu d'organisateurs le font dans le monde, ça. Hein. Vraiment, mais à propos de la crise spécialement, chez nous au Liban, on l'a senti parce que, vous savez, on a vécu la tragédie pendant une vingtaine d'années. C'est peut-être à un degré minime ici. Je crois que la décision et les frais engendrés par cette décision, je ne trouve pas ça vraiment logique. On a perdu peut-être des centaines de milliers de personnes et peut-être que la sécurité aurait pu être facilitée par les autorités locales. Je ne sais pas, c'est un point de vue personnel. Non, mais je comprends très bien, Teresa, un petit mot, non? Vous vouliez dire? Oui, je voulais dire une petite chose parce qu'il y a 2 mois, j'ai été victime d'une action terroriste en Iran et mes copains ont été emprisonnés par un mois dans l'Iran par des contrabandistes de drogue. Oui. Et nous étions dans un caravane de tout terrain jusqu'à Chine, du Portugal à Chine. Oui. Et nous avons entendu les menaces et que ça pourrait arriver, mais nous avons dit ça pourrait arriver une fois dans 1000, ça c'est rien. Et ça c'est arrivé. Ils sont apprivoisés par un mois et ils pourraient être morts maintenant. Ah, d'accord. Alors je pense qu'on doit prendre les choses sérieusement. Il faut prendre les choses sérieusement. Ouais. Et nous sommes heureuses qu'ils savent que les services secrets on suit de ce qui se peut passer. Merci à mes confrères étrangers pour ce club de la presse dans ce bivouac. Pierre-Henri Brandet, vous êtes avec celui qui est en ce moment, je crois, 10e au classement général, c'est Bruno Sabi avec son Protroc Ford. Oui, absolument. Je ne suis pas qu'avec Bruno Sabi. On est dans un endroit qui est exceptionnellement ouvert ce soir pour nous, mais on est bien surveillé. Je suis avec Bruno Sabi, Yves Truel, son coéquipier. Yves, qui est un des responsables ce soir du parc fermé. Bruno avait quelque chose à aller chercher dans sa voiture, donc il va en profiter. Et on le retrouvera dans quelques instants. Mais surveillez des yeux par Yves. Personne n'a le droit de rentrer dans le parc fermé, sauf accompagné d'un commissaire. Oui, pour des raisons de sécurité au niveau du matériel, puisqu'on a laissé les clés sur les véhicules afin de pouvoir les charger au mieux possible dans les autoneufs. Alors vous les accompagnez du regard, ils ne doivent toucher en aucun cas la voiture et puis vous le protégez. On s'assure que le pilote soit bien celui de la voiture, hein, puis on surveille le parc fermé. C'est un parc un petit peu exceptionnel. Hein. Aujourd'hui, alors vous êtes accompagné d'Yves et Daniel ce soir et vous surveillez toutes les voitures qui embarqueront. Bruno, vous avez récupéré J'ai besoin de récupérer mes lunettes de soleil parce qu'il paraît qu'on est là pour 3 jours et que le soleil il est fort. Alors j'ai autant avoir... Et surtout ce soir.
La lune, c'est vrai qu'effectivement, est menaçante, il vaut mieux avoir ses lunettes. Alors, on le disait, vous êtes 10e actuellement avec le Ranger, le Pro Truck. Une petite question à Yves, votre coéquipier, Yves Truel. Vous me disiez cet après-midi, c'est mon premier Dakar et j'aurais pas fait un vrai Dakar. C'est vrai que c'est un petit peu frustrant de se dire son premier Dakar n'est pas un vrai Dakar, puisqu'il y a en gros un tiers du parcours qui est sucré. Mais bon, en même temps, c'est vrai que je ne vais pas me plaindre. J'ai la chance de faire mon premier Dakar sur un Ford Ranger avec un grand pilote qui est Bruno Sabi. C'est vrai que j'apprends beaucoup. Et puis on est à la 10e place, on remplit nos objectifs. Donc on est ravis, moi je suis ravi, c'est très bien comme ça. Et puis cette soi-disant action terroriste sur le Dakar, c'est également, ça fait partie de l'aventure. Moi je suis un passionné d'aventure et je me dis bon bah écoutez, hein, c'est comme ça, on va le vivre comme ça et puis c'est pas grave, la vie continue et on recommence dès lundi à Saba. Merci. Et Bruno, justement, en partie, ça fait partie des péripéties de ce genre de compétition. Vous êtes impliqué dans un projet. Parlez-en. Est-ce que aussi vous craignez justement, quand on monte un projet comme vous allez nous le décrire, ce genre de menace? Oui, effectivement, il y a un projet donc, en Amérique du Sud, Cayenne-Rio. On m'a demandé de superviser cette opération. Je dis aujourd'hui que ce serait dommage que ça ne se fasse pas parce que c'est un pays qui est très passionné par le sport mécanique et il y a de quoi faire effectivement dans ces pays. Je souhaite collaborer à ce projet parce qu'il y a des pistes fantastiques et je vois ça en plus d'une autre façon. J'aimerais que ce soit ouvert aussi à des voitures dérivées de série de façon à faire vivre l'aventure à ceux qui n'ont pas les moyens d'avoir des 4x4. Ce serait une compétition qui ressemblerait plus à un rail à l'ancienne, comme certains ont connu, long de Mexico, long de Sydney. Et bon, aujourd'hui, je souhaite que ça se fasse, mais il y a encore du travail avant d'aboutir. Voilà. Et puis avant de se lancer dans le projet, il faut arriver au Caire. Vous êtes bien placé, 10e, totalement dans les objectifs que vous vous étiez fixés avec cette voiture merveilleuse et toujours sans pare-brise, évidemment. Bravo Pierre-Henri, hein, pour être entré dans le parc fermé comme ça, c'était pas facile. Tiens, le voilà, l'explication de ce projet, ça s'appelle Terra Amazon, le premier rallye international auto et moto d'Amérique du Sud du 7 au 22 octobre 2000, Paris, Cayenne, Rio. Et j'en profite en même temps pour vous présenter, parce qu'on ne l'a pas fait encore, le hors-série Dakar 2000 VSD, où il y a à la fois l'album de tous les records du Dakar, il y a des photos absolument splendides. Et comme je sais que beaucoup d'amateurs de sport mécanique aiment aussi le karting, ça aussi c'est un numéro 1, on le fait, on salue nos confrères, ça cartonne, avec au sommaire les championnats du monde et tous les champions français de cette année, en particulier Arnaud Sarrazin et Franck Pereira. Voilà, De Azevedo, le Brésilien, avec son camion, au micro de Arnaud maintenant, vous êtes en direct avec nous. Oui, bonsoir Gérard, on est avec André De Azevedo, pilote brésilien sur un camion Tatra. Il est actuellement 2e au classement général. Et la particularité de ce garçon, eh bien, c'est qu'il a fait 10 Dakar à moto, 1 en auto, et c'est son 2e Dakar en camion. Alors André, on a envie de vous demander tout de suite pourquoi vous avez changé de catégorie comme ça. Bon, l'expérience de moto me donnait beaucoup de choses. Il est âge aussi, le camion c'est plus sécur, la famille là-bas au Brésil. C'est remercié pour moi changer de catégorie parce que moto c'est plus dangereux que camion et voiture. En fait, c'est l'âge qui vous a poussé comme ça. L'âge, il est pour nous au Brésil pour ouvrir les marchés. Le marché de moto c'est un, le marché de voiture c'est un autre. Et les camions, pour trouver des nouveaux sponsors et pour revenir au Dakar avec plus fort. Et l'équipe, je pense que c'est la seule équipe au Dakar qui dispute la catégorie moto, voiture et camion pour gagner chaque catégorie. Obrigado Arnaud et bravo De Azevedo pour ce classement camion. C'est la fin de ce bivouac avant les rendez-vous demain, la piste avec Pascal Sanchez à partir donc de 17h40 sur France 3, le journal du Dakar à partir de 20h30. En revanche, on va pas faire de bivouac vendredi, samedi et dimanche étant donné le transport aérien, le matériel, nos copains de Visual qui assurent tous les soirs, à la fois tous les directs en plus bien sûr, mais en particulier le bivouac ont besoin de ranger leur matériel. Donc pas de bivouac pendant 3 jours, on reprend tout à partir de lundi. Je vous propose pour terminer un petit jeu. D'abord, qu'est-ce que c'est que cet astre qui est au-dessus de nous? Regardez si c'est beau, ça c'est très facile. C'est la Lune vue d'Afrique. Elle n'a pas tout à fait la même position qu'en Europe, mais elle est vraiment splendide ce soir.
Magnifique astre. Et le deuxième petit jeu, il est proposé par Gilles Picard, le copilote de Jean-Pierre Fontenay. Ils se sont installés et c'est le jeu du Dakar, qui est un jeu qui est à la fois basé sur la vérité. C'est un petit jeu de cartes et un petit jeu de dés assez rigolo. Cet après-midi, comme ils n'avaient rien à faire, il n'y avait plus de mécanique à faire, voiture en parc fermé, ils ont joué avec mon ami Jean-François Carcart qui prépare cette émission avec ô combien de talent. Je vous souhaite la belle nuit. C'est comment l'étape? Ah, ça a été dur, j'ai eu 2 crevaisons, un petit souci, mais j'avais la carte camion d'assistance, donc ça va, on s'en est bien sorti. Hein. Tu prends la jaune comme d'habitude? Évidemment, évidemment. Moi, c'est toujours la jaune. Allez, le petit tour, c'est parti. 4, à toi. 6, 1, 3, 4, 5, 6. Galère, ben voilà, ça commence pas mal l'affaire. Une bonbonne d'amortisseur, c'est décroché, utiliser la carte amortisseur de rechange ou la carte camion, sinon passer un tour. Et ben voilà, ça sert à rien de partir à fond, tu vois. C'est vrai que j'ai reporté un petit peu toutes les galères qui me sont arrivées et qui nous sont arrivées avec Jean-Pierre depuis pas mal d'années maintenant. C'est facile et c'est marrant, c'est ludique, tout le monde peut jouer, c'est le côté agréable. Ah, top, CP, CP3. Je pense qu'on va s'entraîner pendant 3 jours, on va être au top après. On va être au top. Il faut un là. Bon, il faut un. Bon allez, on fait un. Tiens, ouais, t'as vu un peu? Bravo. Non mais c'est que de la chance. Hein. C'est que de la chance. Mais enfin, ça remonte le moral, ça fait plaisir. Bon, maintenant j'ai la carte avion, donc je vais à l'avion tout de suite. Dakar, avec Euromaster, le spécialiste européen du pneu.